nous commençons donc. Bienvenue à tous et bonjour donc, dans ce second séminaire sur la confiance entre les scientifiques et les sociétés en Afrique, évolution et perspective. Donc, ce séminaire est organisé par plusieurs d'entre nous du GEMDEV. Le GEMDEV, c'est le groupement d'intérêt scientifique pour l'étude de la mondialisation et du développement, qui rassemble des équipes de recherche et d'enseignement de différentes institutions. Donc moi, je m'appelle Marie Delattre-Guesquet, je travaille au CIRAD, dans l'unité de recherche ARDEV, qui est acteur ressources et territoires dans le développement, et qui est membre du GEMDEV. Je vais donc animer ce séminaire. Je vais d'abord commencer en vous présentant brièvement les objectifs du séminaire, puis notre intervenant qui est Alioune Fall. Donc la confiance entre les scientifiques et les différentes composantes des sociétés se nourrit d'échanges entre les personnes et de partage de lieux aussi. Les scientifiques ont des attentes et des engagements envers les sociétés, et les sociétés ont également des attentes et des engagements envers les scientifiques. Et ceci varie au cours du temps. C'est ce que nous montrera aussi Alioune Fall. En Afrique, la tradition scientifique elle est relativement récente, et la culture scientifique est encore peu répandue. Les recherches ont d'abord été menées dans les pays colonisateurs, et puis peu à peu, des universités se sont mises en place en Afrique, et puis les institutions nationales ont pris le relais et elles travaillent avec des institutions entre elles-mêmes et des institutions de pays du Nord. Donc l'objectif, c'est d'écouter, d'échanger avec des collègues africains pour qu'ils nous disent ce qu'ils observent, ce qu'ils ont observé dans le passé et ce qu'ils voient actuellement comme évolution entre les relations entre la science et les sociétés dans leur pays. Et elle est ravie comment ça pourrait évoluer dans l'avenir. Donc Alioune Fall, que nous recevons aujourd'hui, il a commencé sa carrière en 1984 à l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA. Il a été coordinateur du programme sur les technologies post-récolte, directeur du centre régional de Saint-Louis, directeur scientifique et directeur général. Il a pris sa retraite il y a peu de temps comme directeur général de l'ISRA. Il a également travaillé à l'échelle régionale pour le CORAF et puis à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique, notamment sur l'évaluation, système d'évaluation des chercheurs et des enseignants dans les universités. Il est actuellement président du Forum pour la recherche agricole en Afrique, le FARAN. Et puis, il est également président du conseil scientifique du CIRAD. Alioune a donc une longue expérience des relations entre la science et les sociétés au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et dans l'ensemble de l'Afrique, ainsi que des relations entre les scientifiques africains et les scientifiques des pays du Nord et les bailleurs de fonds. Donc, je pense qu'il est vraiment très compétent pour nous parler. Donc, avant de lui laisser la parole, je vais juste vous donner 2-3 consignes. La première, c'est si vous pouvez inscrire vos noms et puis votre adresse électronique dans la conversation, comme ça on pourra les garder pour la prochaine fois et vous pourrez être informé des prochains webinaires, parce que c'est toute une série de webinaires qu'on va organiser. La seconde demande, c'est d'éteindre votre caméra et votre micro pendant qu'Alioune parlera, parce que voilà, pour limiter il y a trop de bandes prises, et ça pourrait éviter les coupures. Et puis, quand on arrivera au moment des questions, juste de lever la main électronique, comme ça je verrai et puis je vous passerai la parole. Voilà, merci beaucoup en tout cas Alioune, et puis je vous passe la parole et je présente votre PowerPoint. Voilà, merci Marie d'avoir la confiance, vous m'avez fait confiance. Vous voyez donc la confiance, c'est ça qui permet aux choses de se passer. Sans la confiance, on ne peut pas travailler. Il faut mettre ça en mode présentation. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, voilà, le trust, comme on dit en anglais, la confiance, c'est très, très important entre des partenaires. Et comme vous le savez, les chercheurs sont toujours en partenariat avec les composantes de la société, donc c'est la science et la société. Et la plus grande satisfaction d'un chercheur, tout ça au nord, en Afrique, ou en tout cas partout dans le monde, c'est de voir ces résultats adoptés et puis mis en œuvre et impactés. Je pense que autour de ce qu'on appelle le chemin de l'impact, en tout cas le chercheur qui travaille, à tout moment, il a des partenaires
il travaille avec la société, il y a des échanges, et c'est la confiance, en tout cas, qui est la base de tout ça. Next diapo. On va parler donc de l'évolution et perspective de cette confiance. Next diapo, Marie. Voilà. Voilà, donc la science en Afrique, de qui parle-t-on d'abord? Parce que quand on parle de science et société, et donc, il y a beaucoup de personnalités en Afrique, c'est normal. Hein? Donc, d'abord, les missionnaires, dans le temps, historiquement, parce qu'on va parler de l'évolution, donc pendant la période coloniale, qui étaient là, qui sont partout, pas uniquement en Afrique, mais en tout cas dans toutes les zones où il y a eu cette colonisation, surtout l'Afrique. Et donc, ces missionnaires étaient venus pour mieux connaître le continent et ses potentialités. Ils n'ont même pas fini de connaître les potentialités, mais ils en ont bien connu. De connaître les richesses, c'est important. De connaître les hommes aussi, parce que la société est composée d'hommes. Et donc, ils ont fait beaucoup de formations, notamment rencontrer les cadres, surtout, notamment les chercheurs, les enseignants, les ingénieurs du Nord, pour accompagner, qui sont venus en Afrique, accompagner ces missionnaires, avec un peu de transmission de connaissances. Et ils ont travaillé dans la sécurisation des écoles, voilà, des écoles qui étaient là depuis les temps coloniaux, des instituts, des universités, l'université de Dakar, de Mathusalem. C'est la première université pratiquement de l'Afrique de l'Ouest qui marche encore. Donc voilà, ils ont aidé à façonner un peu ces universités, les centres de recherche aussi. Et aussi poursuivre la quête de connaissances approfondies du continent, parce que c'est bon de savoir qu'il y a des richesses, mais quelles richesses? Voilà, je crois qu'ils ont travaillé un peu dans ce sens-là pendant cette période de colonisation. Enfin, les cadres africains ont été formés dans les pays du Nord, ou localement quelquefois, parce que ces universités et les écoles ont permis de faire ça. Et donc, nous avons les enseignants-chercheurs, nous avons les chercheurs eux-mêmes, nous avons les étudiants, et voilà, dans les disciplines souvent scientifiques. Next diapo. Next. Ça prend un peu. Hop. Ça passe pas? Ça passe pas. C'est pour ça que je vous ai dit. Voilà. Et je le mets en grand. Voilà. Voilà, donc ça passe. Donc voilà. Wow. Voilà, donc, et dans la société, comme je l'ai dit, c'est composé d'hommes, notamment en cas des utilisateurs de la science. C'est ça que je disais tout à l'heure, que les chercheurs sont contents quand ces résultats passent dans la société et sont mis en œuvre. Et donc, comme nous avons aussi les États, et vraiment, qui sont des composantes essentielles, c'est le pouvoir public. Il s'agit vraiment du pouvoir qui doit mettre la société en marche, si vous voulez, avec des règles de fonctionnement. Et les pouvoirs jouent un rôle très, très important dans le travail des chercheurs, étant donné qu'on doit mettre en place les conditions qui faciliteraient l'appropriation des technologies qui sont générées. Et bien entendu, la société civile, qui de plus en plus devient très, très, très forte, d'accord, voir les COP qui se déroulent, la société civile est très, très présente. Et c'est vraiment, elles sont importantes parce que c'est les remparts, comme on dit, de l'équilibre entre les chercheurs, les acteurs publics et en tout cas les autres segments de la société, notamment même avec les chercheurs, parce que la société civile, vraiment, prend en charge aussi une bonne partie de la transmission des connaissances générées par les chercheurs. Il y a le secteur privé qui est très, très important, qui sont des interlocuteurs très, très importants parce que c'est eux qui doivent vraiment essayer de monétiser ces résultats de recherche et en tirer le maximum de profit et créer des emplois dans le milieu. Et donc, ils sont vraiment des utilisateurs de la science. Il y a aussi les médias, parce que les médias, comme vous le savez, c'est la transmission de la connaissance, c'est mettre ça sur des supports qui peuvent être diffusés, qui peuvent être disséminés pour les populations qui sont dans les recoins les plus éloignés puissent accéder à l'information. Et bien entendu, chez nous, c'est très important parce que c'est des régulateurs sociaux, notamment les groupes religieux, donc qui permet à tout ce monde-là de travailler dans la paix. Okay. Next diapo. Et donc, le développement de la science, ça a été très, très timide pendant la période de la colonisation parce que c'était très ciblé, donc entre le 19e et le 20e siècle.
Parce que, comme je l'ai dit, ils ont inventorié les ressources, ils ont vu des ressources qu'il fallait exploiter, ils ont développé la science et la recherche autour de ces ressources-là. Donc, au Sénégal, l'arachide a été une spéculation qui a été portée par les missionnaires en son temps. Et donc, ils ont bien compris ce qu'était l'occupation des terroirs, et surtout dans le processus d'organisation. Donc, ils ont travaillé sur la caractérisation, donc, qu'ils ont trouvé, parce que c'était une économie générale de cueillette qu'on comprenait très bien en Afrique, hein, ou encore l'économie de traite sur lesquelles, bon, effectivement, il fallait trouver des moyens d'améliorer le système qui existe. Donc, ce période correspond aussi à l'arrivée de nombreuses missions scientifiques, notamment pour cartographier les frontières, parce qu'il fallait savoir qui est qui, et puis vous s'arrêtez les pays. Donc, je crois qu'ils ont beaucoup travaillé sur la cartographie des frontières qui, actuellement, régissent le fonctionnement de l'Afrique. Étudier surtout les potentiels agricoles des colonies. Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide, le Mali est spécialisé dans le coton, la Côte d'Ivoire et tout ça, toutes ces zones dans le cacao, donc c'était très clair. Et donc, je pense que pendant cette période, l'agriculture africaine et le développement de l'agriculture s'est dessiné déjà en rapport avec les besoins des Occidentaux, en fait. C'était la France et les Occidentaux qui colonisaient l'Afrique. Et donc, tout ça, ça a été documenté. Et donc, aussi, la médecine aussi est venue, parce que l'Institut Pasteur a eu son premier truc au Sénégal. Donc, je crois que donc, ils ne sont pas venus uniquement pour l'agriculture, ils sont venus aussi pour la santé, l'apprentissage des maladies tropicales. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été faites ici dans la zone africaine. OK, next diapo. Et donc, il y a des dynamiques d'organisation de la recherche scientifique qui sont créées dans 3 domaines à cette période. Donc, agricole, donc naissance des jardins d'essai et d'adaptation, c'est-à-dire des technologies qui étaient transférées d'Europe devaient être testées d'abord. Bon, nous, c'est clair, hein, si vous regardez même le nom des fruits, ça vous dit tout de suite si ça a été introduit ou c'est ça provenait d'Afrique. Donc, il y a plein de choses que nous avons vues dans les jardins d'essai. Notamment que ce soit des fruits européens, des carassoliers. On n'a même pas le nom en vernacle, carassol, je ne sais pas quel est le nom vernacle, mais si vous dites du soum, on sait que c'est originaire du terroir. Donc, on connaît bien un peu, on peut retracer un peu l'introduction des fruits. Le vétérinaire, donc, comme je l'ai dit tout de suite, avec les instituts et les laboratoires, le Sénégal a connu et l'ISRA le gère actuellement, c'est le laboratoire de vaccins vétérinaires, et l'Institut Pasteur gère les vaccins pour la santé humaine. Donc, vous voyez, c'était bien clair pendant la colonisation, on travaille sur ces questions, parce que nous allons après hériter de ça, on verra ça tout à l'heure. Et sur le plan médical, donc, naissance de laboratoire, et ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'Institut Pasteur. Donc, cette période face en termes de création, je pense que vraiment, il faut le dire, hein, cette période a été une période face de création et d'introduction de technologies dans l'agriculture et dans les autres secteurs, notamment comme la santé. Et ces introductions sont devenues après plus tard des référentiels pour des conflits potentiels. Ça, c'est clair. C'est-à-dire des technologies qui étaient introduites à cette période, qui avaient fait le résultat avec la période contemporaine. Si vous ne générez pas de technologies qui font mieux que ces technologies, déjà, on commence à vous regarder, est-ce que vous êtes capable de faire la recherche? Donc, cette technologie qui a fait le preuve commençait à devenir vraiment des références de conflits potentiels entre les chercheurs actuels et ceux qui avaient connu ces résultats dans le temps. Donc la science, pendant cette période coloniale et post-coloniale, à travers des conflits, et bon, que nous essayons de gérer pour encore avancer. Allez-y. Donc voilà, donc, après cette période, c'est maintenant les Africains, bon, la période de la colonisation et de la décolonisation qui sont enchaînées. Donc la science en Afrique, avec des cadres africains qui ont en tout cas fait le mieux pour en tout cas prendre le relais. C'était pas facile, le passage de témoins. Et donc les universités et les institutions nationales de recherche en Afrique se multiplient après les indépendances. Dans tous les pays africains, pratiquement tous les pays se dotent d'institutions de recherche, d'universités, etc. Et systématiquement, on commence à réfléchir sur la mise en place du système national de recherche agricole.
au niveau national. Parce que, quand même, on ne pouvait pas laisser pulluler dans tous les pays des institutions et sans que les gens ne se parlent. C'est encore la communication et le partage. Et donc, le SNRA. Ça va? Il y a des interférences. Donc, et tout de suite, on a commencé donc, le transfert de compétences. Wow, c'est magnifique, Amro. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Bonjour, mon petit-fils Amro. Tu vas me présenter? Jean-Jacques, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? J'essaye de voir si je peux couper les micros. Oui, vous le coupez d'office, quoi. Oui, j'essaye, mais je ne sais pas très bien faire. Flore, est-ce que tu sais couper les micros? Ah, oui. Alors, ou Étienne? Ah non, c'est Étienne, hein, cela. Étienne? Bravo. Et qui? Est-ce que vous... Étienne? Oui. Alors, comment... Ton petit frère? Non. Ton alors, petit chien. Étienne? Étienne, peut-il couper son micro? Bon, j'ai l'impression que le micro a été coupé. Oui, le micro a été coupé. Et donc, je parlais donc du transfert de connaissances, donc des indépendances, à l'ère des indépendances. Et donc, ça s'est organisé entre les institutions de recherche, donc des pays qui assuraient la colonisation et les pays nouvellement indépendants. Ce n'était pas toujours évident, ce n'était pas toujours simple. Et ça amenait beaucoup de problèmes de confiance entre même les chercheurs, voilà, tout ça, de conflits, de compétences, c'est beaucoup de choses que nous avons gérées pendant cette période-là entre chercheurs et bien entendu avec les pouvoirs publics. Parce que là aussi, les pouvoirs publics étaient régulateurs de tout ce que nous faisions. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. La France a légué beaucoup d'institutions au Sénégal, si je donne l'exemple du Sénégal, parce que l'ISRA a créé en 1974, a hérité de l'IRAT, qui était l'Institut de recherche agronomique tropicale. Donc, après, bon, c'était certainement le CIRAT, on a aussi absorbé une partie. Et il y avait l'Orstom, du temps de l'Orstom, donc tout ce que nous faisons en matière de pêche, c'était du temps de l'Orstom, on a intégré ça dans l'ISRA. Tout ce qu'on faisait en matière de recherche forestière, donc par la France, donc nos collègues de mon pays, on a intégré ça dans l'ISRA. Et donc, vous voyez, donc, il y a eu beaucoup de questions de transfert de compétences et de temps d'apprentissage, sur lesquels il fallait trouver des réglages pour permettre aux institutions nationales de pouvoir prendre en charge le destin de la recherche dans les pays. Donc, il y a eu de nouvelles générations scientifiques donc, qui sont venues, chemin faisant, et donc en rapport avec les nouveaux enjeux de développement. Donc, il fallait faire de la formation très ciblée, parce qu'il y avait tout le temps qu'on faisait le transfert et que le pays prenait en charge, il y avait la sécheresse qui commençait à arriver. Il fallait trouver des variétés adaptées à la sécheresse. Ça n'existait pas avant, maintenant ça existe. Donc, développer des compétences autour de ça. Les changements climatiques viennent pour encore, la crise sanitaire, les migrations. Donc, maintenant, on parle de l'inclusion des femmes et des jeunes, tout ça. Tout ça, c'est des compétences qui ont été après développées par les pays pour pouvoir prendre en charge leur développement. Et donc, les chercheurs aussi au niveau national ont une forte interaction avec les scientifiques du Nord. Et bon, ça a resté. Heureusement que ce partenariat scientifique est resté. Et donc, ce partenariat s'est organisé autour de centres internationaux de recherche agricole, surtout dans la coopération, comme le CIRAD. Le CIRAD est très présent au niveau de la sous-région africaine, notamment les centres CIGI, les CIGIAR, qui encore sont présents avec les 15 à 16 centres de recherche spécialisés des centres CIGI. Et il y a aussi le GEPA. Bon, voilà, on peut continuer. Je pense que cette période qui a voulu qu'il y ait quand même ce partenariat de complémentarité dans la recherche a permis aux scientifiques du Sud de mieux prendre en charge les problématiques de recherche qui se posaient au niveau des pays. Et ça ne s'est pas fait uniquement au niveau national. On s'est rendu compte qu'il fallait aussi aller
en fait, faire des choses plus englobantes, pourquoi pas ne pas aller dans la sous-région et voir un peu comment les pays puissent travailler ensemble pour renforcer encore la complémentarité entre ces. Next diapo. Next diapo. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça, donc au niveau africain, donc toute l'Afrique de l'Ouest, on a commencé les regroupements pour quand même donner aux pays plus de capacité à prendre en charge les problèmes de recherche qui se posent. Donc c'est d'abord le FARA, donc le Forum de la recherche agricole en Afrique, bon, qui est une organisation faîtière au niveau continental, donc au niveau de l'Afrique, donc qui prend en charge la recherche agricole pour le développement et FODI. Donc, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes africaines et non africaines, parce que quand même, il y a toujours des partenariats qui est resté et dans lesquels le FARA est engagé. Donc, tout ça orienté vers le développement agricole et vraiment et les secteurs connexes. Donc, le FARA donc, est constitué de 4 organisations sous-régionales africaines pour être sûr que les problématiques sous-régionales sont bien prises en compte, notamment à l'Est. On a divisé l'Afrique en 4 parties, l'Est, l'Ouest et le Centre, le Nord et le Sud, en partenariat donc avec le PAFO, qui est la plateforme des Farmers Organization, c'est le Pan-African Farmers Organization, c'est donc les producteurs sont regroupés aussi au niveau africain, comme le FARA, pour créer le Pan-African Farm Organization. Il y a aussi la AVAS, qui est le système au niveau continental du service de vulgarisation, d'extension service, advisory, le conseil agricole, le RUForum, notamment toutes les universités aussi qui créent leur plateforme au niveau continental, les ONG créent leur plateforme au niveau continental, le secteur privé aussi, et bien sûr les communautés économiques et régionales, notamment la CEDEAO, le CEMAC, la SADC, tout ça pour montrer les dynamiques qui existent actuellement depuis les indépendances pour permettre que tous les acteurs travaillent en toute confiance, que la connaissance puisse être valorisée, la recherche vers les producteurs en passant par les services agricoles et la formation, notamment agricole. Donc, le FARA est devenu progressivement le bras technique de la Commission de l'Union africaine pour les questions de sciences, de technologie et d'innovation. Parce qu'on s'était rendu compte, avec la confiance en tout cas, qui existait tout de suite entre le FARA et l'Union africaine, et notamment la Commission, dit tiens, donc ça veut dire que le FARA vraiment a les outils. Tout ça, c'est la confiance qui amène ça. Et donc, voilà. Et donc, le FARA, on a demandé au FARA de prendre en charge l'agenda scientifique pour l'agriculture en Afrique. Donc, tout ce qui se fait en matière scientifique, notamment la mise en œuvre du CADEP, le 4e pilier du CADEP, c'est le FARA qui est maître d'œuvre. Next diapo. J'essaye. Pourquoi ça bloque? Oui, je sais bien, mais voilà. J'ai été trop vite. Voilà. C'est ça, c'est le next. Hein? Voilà, donc, je crois qu'il y a un diapo qui est avant ça. Ah. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure avec le FARA, donc avec l'organisation, la division de l'Afrique en 4 grandes zones. Donc ça, c'est pour vraiment faire de la recherche pour le développement de proximité. Parce que l'agronomie est une science de proximité par essence. Vous ne pouvez pas téléguider de l'extérieur la recherche agronomique qui fonde ses avancées sur la diversité locale qui existe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de zonage agroécologique. C'est parce qu'on va être à proximité des utilisateurs que les technologies soient générées. C'est pour ça que l'Afrique a été divisée en 4 parties. Il y a le PRAF, donc il y a l'Association de la recherche pour le développement qui vraiment avec 23 pays et s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour être sûr que les technologies qui sont générées dans cette zone, le partenariat qui est fait, vraiment que ça soit à côté des principaux utilisateurs. Et le PRAF, comme le FARA, est devenu le bras technique de la CEDEAO, qui est la communauté économique régionale, qui s'occupe un peu des politiques agricoles en Afrique. Donc, tout ça, c'est en matière de sciences, technologie et innovation. C'est encore une fois,
sur la base de compétences et de confiance, qu'il n'y ait pas trop de conflits entre les institutions qui sont des institutions de la région. Donc, en Afrique de l'Est, il y a eu l'ASARECA. L'ASARECA, donc, c'est l'Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et une partie de l'Afrique centrale. Et là aussi, c'est là-bas où se trouve le siège de RIFORO. Là, ils regroupent les INRA, notamment les institutions nationales de recherche agricole, les universités, les acteurs de développement, les producteurs ONG, au niveau de l'Afrique de l'Est, pour qu'on ait un développement endogène de cette partie de l'Afrique. Au niveau du Sud, il y a le CACADESA. Le CACADESA, donc, c'est le Centre de coordination de la recherche et du développement agricole pour l'Afrique australe, sous le South African Development Community, donc la SADC. Si vous voulez, c'est comme la CEDEAO, quoi, en Afrique de l'Ouest. Donc là-bas aussi, ils ont leur communauté économique régionale. Et le CACADESA, qui est le centre si vous voulez, de recherche et développement surtout, a été, si vous voulez, reconnu comme bras technique aussi de la SADC pour ces questions de sciences, de technologie et d'innovation. Et au nord, notamment l'Égypte, voilà, jusqu'au Maroc, il y a le NASRO. Le NASRO, c'est le North African System for Research Organization. Et là aussi, ça permet d'avoir pour l'Afrique du Nord les problématiques de l'Afrique du Nord qui sont prises en charge dans le cadre de NASRO pour le partenariat dynamique de l'ensemble des acteurs. On avance. Next diapo. Pardon? Next diapo. Oui, j'essaye. Voilà. Voilà, donc voilà, dans ce tour de proximité dont je parle, je donne juste l'exemple du CORAP. Je pouvais faire ça avec le CORAP, avec la SARECA, avec NASRO et CACADESA, mais je donne juste l'exemple du CORAP pour montrer un peu ces questions de proximité, et notamment de zones agroécologiques, parce que c'est là-bas où évoluent les principaux bénéficiaires de la recherche. Donc le CORAP a divisé l'Afrique du centre, l'Afrique de l'Ouest et du centre en 3 grandes zones pour être sûr qu'on prend en charge les problèmes de ces zones. Donc, il y a la zone sahélienne qui est au nord, qui regroupe le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, jusqu'au Tchad, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la zone sahélienne. Donc, vraiment, il ne pleut pas beaucoup. Voilà, c'est la sécheresse qui a toujours été l'un des principaux facteurs. Après, il y a les pays de la zone côtière, notamment en partant de la Guinée-Bissau jusqu'au Nigeria, qui sont vraiment dans un environnement lagunaire où il y a beaucoup de cultures de bas-fond, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cultures de racines et tubercules. Bon, cette zone-là, c'est la zone côtière. Et maintenant, l'Afrique centrale, c'est la zone essentiellement forestière, et donc, qui représente la 3e zone pour être sûr que les systèmes de production sur lesquels le CORAP travaille est en adéquation avec l'organisation, en tout cas des acteurs qui se trouvent dans la zone. Et les questions de développement qui sont posées. Next diapo. Hop, ça va venir. C'est le réseau qui est lent ou pas? Oui, c'est le... Voilà. Voilà, donc toujours dans la zone de CORAP, pour encore vous montrer comment faire pour limiter ces conflits, en tout cas qu'on soit en confiance dans le travail qui est fait, parce que ce qui n'est pas bon pour un chercheur, que ces travaux ne soient pas reconnus, bien que ces travaux soient contestés. Et ça, bon, il y en a eu dans le passé, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Donc, le CORAP a mis en place, si vous voulez, des unités de recherche au niveau régional. Donc, ils sont implantés dans les pays, donc ils vont travailler dans les pays, on y viendra tout à l'heure, comment ils travaillent dans les pays, mais au niveau sous-régional, il y a des unités, ce qu'on appelle des centres, soit c'est un centre régional d'excellence, parce que là, on est arrivé à un niveau en masse critique de chercheurs suffisamment, avec des plateformes de recherche vraiment de high-tech et tout ça. Et donc, on les considère, ils sont testés, hein, c'est des critères qu'il faut remplir, qu'on appelle les CRE, les centres régionaux d'excellence. Sinon, ça devient un CNS, c'est le Centre national de spécialisation. On spécialise le pays dans quelque chose qui domine l'environnement agricole. Bon, je donne l'exemple du Mali. Le Mali est devenu un CNS sous le riz. Parce que si vous allez à l'office
le fils de Nyono, il y a 1 million d'hectares, 1 million d'hectares, si vous voulez, avec irrigation gravitaire, sur lesquels le Mali travaille pour produire du riz. Donc le Mali est vraiment orienté soit sur le riz ou bien le coton essentiellement, mais le CNS du Mali est spécialisé sur le riz. Le Sénégal est spécialisé sur le point, c'est le 1 que vous voyez, sur les céréales sèches. Donc parce que le Sénégal, c'est le mil, le maïs, le sorgho. Bon, on dit que le Sénégal a passé le test de devenir un centre régional d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest sur les céréales sèches. Le Mali, donc, sur le riz, le Ghana, sur les racines des tubercules, ainsi de suite. Vous voyez la liste qui se trouve là devant vous. Donc, les fruits et légumes, c'est au Burkina. Le Burkina a été spécialisé sur les fruits et légumes. Le Niger, sur l'élevage, parce que c'est une zone d'élevage, qui connaît le Niger. Donc, le 5, c'est effectivement la Sierra Leone sur le riz de mangrove, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la zone côtière, donc avec beaucoup de bas-fonds. Donc, c'est la riziculture de mangrove. Le 6, bien entendu, le 6, donc c'est la Côte d'Ivoire, sur laquelle on travaille sur bananes et plantains. Le 7, c'est les racines de tubercules, c'est le Ghana. Le 8, le maïs, c'est le Bénin, parce que le maïs est très développé dans ces zones. Et le Nigeria hérite de l'aquaculture, parce que les Nigérians sont très forts en matière d'aquaculture. En Afrique de l'Ouest, c'est le premier d'ailleurs. Et en plus de ça, il y a les bases centres qui existaient avant la création de ces CRE et des CNS. Vous connaissez très bien le CIRDES, en partenariat entre le CIRAD, le CORAF, bon, c'est beaucoup le WALIC, notamment le WALIC, c'est le West African Livestock Innovation Center qui se trouve encore en Gambie, ou bien le PRASAC, que vous connaissez bien, le CARBAC. Tout ça, c'est pour montrer que dans cette zone-là, il y a une bonne cartographie et une bonne distribution des centres de recherche d'appui au développement de ces zones-là. Next step. Donc, comme vous pouvez voir, on est parti de régional avec le FARA. On est descendu au niveau sous-régional avec le CORAF que j'ai donné comme exemple. Et maintenant, on est au niveau national. Toujours, parce que le niveau national, c'est le lieu où se passent les recherches. Et donc, il faut nécessairement que dans le processus de partenariat qui se passe au niveau des pays, avec le montage des systèmes nationaux de recherche, ce qu'on appelle les NARS, comme si vous venez au Sénégal, avec l'ISRA, qui est l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui travaille avec l'ITEA, qui est l'Institut de technologie alimentaire, qui travaille avec les universités, notamment l'INSA ou l'UGB. Donc, dans le pays, il y a même un système national de recherche agricole qui regroupe l'ensemble de ces institutions et créer un partenariat gagnant avec, en tout cas, les principaux bénéficiaires de ces recherches. Et maintenant, ces NARS sont les institutions qui ont fondé tout ce qui se trouve au niveau sous-régional et tout ce qui se trouve au niveau continental. Donc les NARS ont créé CORAF, notamment le Sénégal est membre fondateur, l'ISRA est membre fondateur de CORAF, donc l'ITEA, il y a presque 19 institutions qui sont membres fondateurs de CORAF. ASERECA, c'est la même chose, CACADESA, c'est la même chose, NARO, c'est la même chose. Donc, vous voyez, on monte vers le sommet et en créant ces espaces de partage qui permettent vraiment d'être sûr que nous mettons la recherche dans une position de confiance avec les principaux utilisateurs. Donc, au niveau national, ce qu'on a fait, c'est de créer des cadres de recherche, des cadres formels de recherche pour le développement. C'est des plateformes multi-acteurs. Donc, vraiment, la transition agroécologique au Sénégal a été mise en avant. C'est parce qu'il y a une plateforme multi-acteurs sur la transition agroécologique. Maintenant, c'est arrivé à être formalisé et que c'est devenu un gros programme actuellement au Sénégal. Il y a les plateformes d'innovation parce que chaque fois qu'on parlera de chaîne de valeur sur une spéculation, il faut qu'il y ait une plateforme d'innovation qui regroupe les principaux intéressés par cette chaîne de valeur pour qu'ils puissent dialoguer entre eux et vraiment faire en sorte que le produit soit un produit qui arrive dans les marchés, que ce soit le marché national, bien que ce soit un marché international en termes d'exportation. Il y a aussi la création des cellules de recherche et développement, où on met vraiment tout ce qui est conseil agricole et rural avec la recherche. Et bien sûr, le système RFCAR, qui est recherche, formation, conseil agricole et rural. Donc vraiment, essayer de tisser des synergies au niveau des pays pour que la recherche qui est effectuée dans les pays puisse être une recherche qu'on peut dire, c'est de la recherche
qui peut être adopté et générer des revenus. Et donc, je donne juste quelques exemples pour montrer les quelques conflits qu'il peut y avoir, parce que tout ce que j'ai montré là, c'est l'architecture. Mais maintenant, quand on est à l'intérieur, il y a des questions aussi qui souvent amènent de petits problèmes avec les principaux bénéficiaires de ces recherches. Et l'exemple que je donnerai, c'est l'information climatique au Sénégal, où il y a une forte recherche en termes dans le changement climatique que nous conduisons ici au Sénégal. Et ça part du processus de co-construction. Hein. Ce n'est pas que c'est l'ISRA qui décide que bon, c'est comme ça qu'ils vont mettre en œuvre, ou bien c'est l'ANACIM qui est l'Agence nationale de la climatologie au Sénégal. Et donc, on fait de la co-construction. On voudrait que en tout cas, les principaux bénéficiaires, dans une démarche participative, puissent aussi trouver utile les informations qui leur sont fournies, tout ça pour rechercher la productivité. Parce qu'effectivement, nous sommes à une ère où tout ce que nous faisons, nous devons, c'est vrai, privilégier un peu la productivité, mais dans un système durable, en respectant l'environnement. C'est très, très important. Donc, ce dialogue permet donc d'identifier les besoins des producteurs dans les zones en termes d'informations météorologiques, climatiques et d'informations sur les marchés. Parce qu'eux aussi, il y a tout un système de collecte d'informations sur les marchés pour que les produits puissent aussi, après un bon hivernage, que ces produits puissent atteindre les marchés. Donc, important, c'est le recueil des savoirs et connaissances traditionnelles. Parce que dans la dynamique où nous sommes avec les producteurs, il faut montrer quand même qu'il y a des connaissances traditionnelles qui existent. Surtout qu'il faut comprendre pourquoi les producteurs sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, avant même de dire qu'on va améliorer leur manière de faire les choses. Donc, donc il faut comprendre pourquoi les producteurs sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils connaissent très bien le climat, ils ont des indicateurs qui nous permettent de savoir est-ce qu'on est en bon hivernage ou non. Si vous ne le connaissez pas, vous risquez d'être en conflit avec ces producteurs, comme ça arrive quelquefois, hein, parce que quelquefois on dit que l'hivernage a démarré, ils disent non, ça n'a pas encore démarré parce qu'on n'a pas vu telle chose. On dit non, il y a suffisamment de pluie pour démarrer, et tout de suite ça commence, des tiraillements un peu. Bon, ceux qui croient aux informations scientifiques et météorologiques démarrent, et d'autres vont attendre. Donc cette année-ci, on a eu ce problème au Sénégal, on verra à l'arrivée qu'est-ce que ça va donner. Donc les concepts de base de prévision saisonnière et météorologique, donc, ils ont compris, et donc ils comprennent très bien aussi tout ce qui est l'intégration de ces informations dans la prévision, surtout en matière de pluviométrie et d'information. Next step. Donc, la recherche surtout a beaucoup travaillé sur des modèles en utilisant ces informations agroclimatiques pour limiter les risques. Donc, estimer la période optimale pour le semis, de l'arachide, du niébé par exemple, pendant l'installation des pluies. Et donc, il y a des innovations que la recherche a mis en place. Et ces outils, c'est des modèles climat que nous appliquons, analyse statistique des données que nous utilisons chaque année pour, en tout cas, la pluviométrie. L'exploitation des paramètres dans le climat, parce qu'il faut mettre des oui, paramètres. Bonjour monsieur. Je vois qu'il y a un cours de Pilates ce soir à la maison Frédéric. Merci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros au moment du cours? Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ah oui, c'est ça, merci. 18h05. Alors. Donc, les conditions, vraiment cerner les conditions de semis en termes de quantité d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on démarre les semis et tout ça, c'est très important. Puis aller très vite, juste le dernier point. Excusez-moi, oui, ça, je repars. Je ne sais pas pourquoi. Ça a changé, voilà. Voilà, vous pouvez démarrer là. Oui. Voilà, vous pouvez vous laisser ça comme ça. Si vous voyez, c'est bon, hein, ça ne vous dérange pas. Voilà. Si c'est plus simple pour vous. Pour moi, c'est plus simple, je crois. Voilà, d'accord, donc on laisse comme ça. Donc, voilà, donc, vous êtes allé, voilà, ces modèles agroclimatiques. Donc, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste montrer comment on schématise tout ça, comment on gère les pauses pluviométriques, surtout dans les périodes d'hivernage où il n'y a pas suffisamment de pluie, voilà, ainsi de suite. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord sur ces questions-là. Voilà, pendant l'hivernage, il y a des cadres de concertation qui permettent à la recherche de discuter avec les producteurs. Next diapo.
Suivant. Tu essaies, Marie? Alors, apparemment, c'est contrôlé par quelqu'un d'autre maintenant, mon écran. Bettina Boutrou, apparemment. Je vous ai laissé contrôler. Je ne sais pas pourquoi je contrôle pas. Ça n'a aucun sens. Voilà, pardon. Et voilà, donc comme je vous disais, de ce cadre de concertation, bon, c'est comme ça que ça marche avec les producteurs. On met un système qui marche. Quand l'information vient, elle est bien distribuée pour que tout le monde accède à l'information. L'ANACIM, donc c'est l'information climatique qui donne ça. L'ISRA travaille sur les itinéraires techniques et les types de marché. Tout ça, il y a un serveur qui existe actuellement. Si vous venez au Sénégal, ça marche très bien. En fait, ça marche parce que les producteurs ont les informations à temps. On passe aussi par les radios, tout se passe par les SMS. Et les producteurs aussi réagissent par SMS et par les mêmes canaux pour poser les questions qu'ils ont à poser. Allez-y, next step. Je vais aller un peu plus vite. Je pense que le temps est... Voilà, donc, next diapo. On a eu beaucoup de... J'essaye. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Enlève le mode de présentation, tu mets l'autre dessus. Voilà. C'est celui-là? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, les producteurs, donc, ça leur permet vraiment de mieux connaître leur environnement, notamment le prix, de connaître la durée des saisons, de choisir les bonnes pratiques. Et bon, pour les informateurs, de connaître tout ce qui est hebdomadaire. Parce que tout ça, nous le faisons sur une base très planifiée. Et mieux planifier les activités de la semaine. Changer de planning, c'est parce qu'il faut le changer. Allez-y, next diapo, je vais aller un peu plus vite. Parce qu'on a beaucoup de perturbations là. J'essaye. Voilà. Voilà. Bon, voilà, je te parle encore des études qui sont réalisées parce qu'il faut chaque fois qu'on documente tout ça. Et donc, on s'est rendu compte que on fournit ces informations aux agriculteurs, les itinéraires techniques, les informations et tout ça. Et donc, et les agriculteurs sont très confiants par rapport à ça parce que des enquêtes que nous avons menées pour vraiment apprécier le niveau de confiance entre les agriculteurs et les chercheurs, donc 94% en tout cas étaient ressortis comme des gens qui étaient très confiants. Et maintenant, il y avait à peu près les 6% qui restaient, bon, ils avaient raison, mais au moins on savait que la majorité des producteurs étaient confiants. Et donc, on a mené une étude aussi dans le bassin arachidier sénégalais, qui est le bassin vraiment qui produit 2/3 des productions nationales en matière de produits agricoles. Et donc, on a fait les enquêtes, on a vu que la presque totalité, 99% des producteurs sont d'accord sur l'utilité de ces informations, mais 1% de l'échantillon particulièrement en catégorie de pas de formation et pas d'Internet Commission. Ils ne sont pas dans les dispositifs, quoi. Et donc, ils ont dit qu'il y a 1% simplement qui doutait un peu encore de l'utilité de cet outil que nous avons mis en place et travaillé avec. Donc, la confiance est tributaire de cette co-construction. Donc, la démarche participative est fondamentale, la formation aussi. En tout cas, il faut que les gens soient au même niveau d'échange pour que ce climat de confiance puisse exister entre les chercheurs et la société. Next diapo. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelquefois des controverses, quoi. Et cette controverse, bon, j'ai voulu faire illustrer ça par, c'était très clair avec le vaccin, avec la COVID que nous avons vécu, nous aussi partout dans le monde, mais ici chez nous, c'était encore plus compliqué. Donc, il y a eu une campagne de fabrication de vaccins, les gens ont trouvé que c'était à la va-vite, donc on n'avait plus confiance aux chercheurs, en tout cas tout ce que les gens disaient, les médecins, tout ça. Et donc, parce que le Sénégal, je vous parlais un peu des référentiels de résultats qui existaient pendant la colonisation, qui deviennent des référentiels de conflit. Parce qu'au Sénégal, depuis 1905, on vaccine entre des controverses et des acceptations, mais chaque vaccin a mis des années à être trouvé, testé et administré. Donc, comme ce n'est pas le cas, la méfiance s'installe. Donc, vaccin contre la fièvre jaune, tout le monde sait le rôle que l'Institut Pasteur a joué. Et ça a pris son temps avant son développement. Donc, le Covid, en un an, les gens ont voulu mettre un vaccin sur le marché. Donc, voilà, il y a eu des controverses, il y a eu des contestations et la méfiance s'est installée. Et jusqu'à présent, au Sénégal, il y a peut-être 2% de vaccinés, parce que, voilà, c'était donc une seule majorité de personnes ne
ne vont pas se faire vacciner. Donc, chez les personnes qui entendent refuser le vaccin, 2 raisons les plus évoquées sont l'absence de confiance et l'absence d'information. Voilà, ça, on a étudié ça et on a vu que c'est exactement ça. Donc, un sondage donc, du bureau de prospective du Sénégal a également montré que la première cause de refus, c'est de faire vacciner encore une fois. Et c'est le cas actuellement qu'on a actuellement, c'est 74,1%. Next diapo. Bon, Carla compte toujours, depuis donc des centres autour de la nocivité du vaccin, ça aussi, c'était devenu un type de controverse, n'est-ce pas? Et les constats sont que quand les scientifiques s'affrontent, ils se contredisent sur des questions aussi sensibles, enjeux comme le vaccin, avec un argumentaire scientifique en plus et technique devant tout le monde. Quelle opinion doit se faire la société? Je crois que ça, c'est une question normale, c'est une question que les gens se posent. Et donc, quel camp il faut croire? Est-ce que c'est les scientifiques qu'il faut croire? Ou bien, bon, voilà. Et donc, tout ça, ça a été quelque chose que nous avons vécu. Donc, rien d'intérêt pour la médecine traditionnelle. Voilà, c'est ça. Donc, la médecine traditionnelle a pris le pas parce qu'il y a eu méfiance et il y a eu contestation. Et donc, les gens trouvent d'autres alternatives, quoi. Donc, la méfiance qui conduit à la défiance, et quelquefois, cette défiance est quelquefois illicite. Next diapo. Bon, maintenant, en termes de perspective, toutes ces questions que j'ai essayé de ramasser rapidement le temps, voilà, c'est court. Et bon, je ne pouvais pas parler de tout aussi. Donc, il faut quand même y a des perspectives. Les relations doivent s'améliorer parce que pour que la confiance s'instaure. Mais des contraintes aussi persistent, des incompréhensions liées aux barrières linguistiques. Tout ce que nous faisons, bon, souvent c'est des trucs en cas dans l'Afrique, tout le monde n'est pas alphabétisé. Non. Les travaux des scientifiques, les publications, donc soit en langue étrangère, incomprises de la grande masse des sociétés, donc source de conflit, source de méfiance, ou bien et même d'incompréhension, n'est-ce pas? Une faiblesse des moyens attribués à la science, une des raisons qui éloignent les scientifiques de la société, c'est normal. Je vous ai dit en introduction que la plus grande satisfaction des chercheurs, c'est de voir ces résultats adoptés et mis en œuvre. Et maintenant, quelle est la situation des chercheurs actuels qui n'ont même pas de moyens pour faire leur recherche? Donc, ça pose des problèmes chaque fois qu'ils parlent. Et bon, il y a certainement adage qui disent les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Bon, voilà, c'est ça. Donc, cette faiblesse de moyens donc, font que les scientifiques ne répondent pas de façon satisfaisante aux demandes de la société. Et ça, c'est vraiment, les gens ne croient plus, quoi, parce qu'on met trop de temps à réagir. Même si on réagit, bon, ça ne règle pas trop le problème. Les chercheurs te diront, je n'ai pas eu les moyens pour faire le travail. Voilà, c'est des choses comme ça sur lesquelles, dans l'avenir, il faudrait quand même qu'on donne plus de ressources aux institutions de recherche pour que ce travail puisse être conduit de manière finalisée. Une bonne éducation orientée sciences en Afrique, c'est ça aussi. Il y a un désintérêt des jeunes dans les sciences. C'est pour ça aussi on a de grandes difficultés pour trouver former des chercheurs. Maintenant, de plus en plus, bon, les disciplines scientifiques sont négligées. Je ne sais pas si en France ça se passe comme ça, mais ici en Afrique, bon, vous allez dans les séries S, il y a presque plus d'étudiants. Voilà. Il y a donc une perception négative aussi, le complexe de l'autre. C'est ça aussi, les scientifiques vus comme le génie. On nous considère toujours comme des gens qui sont dans le tour d'ivoire, n'est-ce pas? Donc, souvent des gens inaccessibles. Or, en fait, avec la création de ces cadres de concertation, il faut qu'il y ait ce brassage que les gens se parlent. Sinon, c'est un sentiment de méfiance et de défiance de la société. Next diapo. Toujours encore en matière de lisser les compréhensions, donc il y a une nécessité de former les scientifiques pour une meilleure communication avec la société. Il n'y a pas beaucoup de sociologues, il n'y a pas beaucoup d'anthropologues dans tout le travail que nous faisons. Le travail que nous faisons, c'est beaucoup plus de techniciens qui se frottent à la société, qui essaient de comprendre. Il nous faut beaucoup de sociologues, il nous faut beaucoup d'anthropologues qui accompagnent les chercheurs pour quand même qu'on puisse régler ces questions de vérité communicationnelle avec les principaux bénéficiaires. Veillez à ce que les informations soient diffusées à temps réel. Ça, on a ce problème-là. Et transmettre des messages simples, faciles à comprendre et qui parfois sont en langue locale pour permettre aux populations de s'en approprier. Considérer la science et ses pratiques comme des enjeux de société devant être mis en débat par les sociétés, sinon moins de confiance, plus de méfiance qui dérive vers la défiance. C'est le cas des élections. Next diapo.
J'en termine par là. Je dis donc un bon partenariat et une bonne communication augmente la confiance entre les chercheurs et la société. C'est-à-dire toutes les composantes de la société. Il faut trouver le média, il faut trouver le support et que le message soit compris entre les deux et que les partenaires se parlent. Sinon, c'est des incompréhensions, la méfiance et à la limite la défiance. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Bon, voilà, je crois que j'ai essayé d'être dans les temps, mais on a eu beaucoup de perturbations. Bon, Marie, merci pour ta confiance. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Ouvrez votre Pardon, micro. voilà, pardon. Merci beaucoup à Lyoud et merci à tous et pardon pour ces problèmes techniques. Et je passe sans transition la parole aux participants qui vous poseront sûrement des questions. Alors, qui est-ce que… Le chat aussi, je ne lis pas, je ne suis pas très fort en chat. Alors, est-ce que… qui veut poser une question? Si vous voulez poser une question, allumez votre caméra, on vous voit, et votre micro, qu'on vous entende. Pour le moment, je regarde. Pour le moment, je ne vois pas de main levée. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, moi, je vais en poser une à ce moment-là. Vous nous avez bien montré les évolutions qu'il y a eu dans la construction régionale et internationale, voilà, pour l'Afrique, et la confiance que ça veut dire entre les institutions de recherche. Est-ce que ça a contribué à davantage de confiance envers la société? On voit bien la confiance entre institutions, mais est-ce que ça contribue à davantage de confiance avec le système politique, les décideurs politiques et avec les agriculteurs eux-mêmes? Oui, je crois que c'est une très bonne question. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on pensait organiser comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant c'était du top-down que les gens faisaient. Donc voilà, ils viennent avec le truc, ils imposaient à tout le monde. C'est ça qui s'est passé pendant la colonisation. Quand le Sénégal était devenu le premier producteur d'arachide, bon, il n'y a pas eu beaucoup de débats. Hein. C'est-à-dire les variétés venaient, ils étaient créés, ils étaient donnés aux coopératives. C'était les seules technologies qui existaient. Et puis voilà. Mais progressivement, les gens commencent à se poser des questions. Pourquoi on doit faire telle chose et telle chose comme ça? Donc on a dit, maintenant, ce qu'il faudrait, il faut vraiment de la co-construction et de la co-gestion. Si vous voulez faire de la co-construction et de la co-gestion, il faut associer les partenaires à ce que vous faites. Comme ça, on a commencé à créer les cadres de concertation. Les cadres de concertation créés au niveau national. D'abord, on dit la recherche, il faut que la recherche parle de même truc. Donc, les chercheurs se sont mis ensemble, les institutions commencent à se parler. L'ISRA fait de la production agricole, mais l'ITA fait de la transformation agroalimentaire. Si l'ITA ne travaille pas avec l'ISRA pour que les variétés qui sont produites puissent respecter les critères de transformation, il va y avoir des problèmes quelque part. Donc, déjà, les institutions commencent à sentir que bon, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'autre, et on a créé ce qu'on appelle le système national de recherche. Donc, ça, c'est au niveau national. C'est comme ça qu'on est remonté au niveau sous-régional, et donc ça a créé beaucoup plus de confiance, parce que si une question, il ne faut pas oublier, nous sommes dans un milieu qui est piloté par les politiques, qui font aussi partie de la société. Mais les politiques sont toujours en face d'une demande sociale pressante. Et souvent, c'est là peut-être où voilà, ça peut grincer un peu, parce que bon, les populations demandent des choses aux politiques, les politiques se tournent vers la recherche pour savoir est-ce que ça existe. Et nous, chercheurs, bon, on est trop lents dans la mise à disposition de nos technologies. Voilà, c'est là où il commence à y avoir quelquefois des grincements. Et bon, maintenant, les politiques disent, bon, on va demander à la France si ces technologies-là existent. Bon, la France aussi va dire, oh, oui, nous avons ces technologies, on va vous les envoyer, ils envoient, on se rend compte que ces technologies ne sont pas adaptées au milieu. Vous comprenez? Ce qui fait que ce brassage, cette communication, on doit mettre ça en avant pour que tous les acteurs qui sont autour du développement agricole, quand même, qu'il y ait moins de défiance, qu'il y ait de la confiance. Et je crois qu'actuellement, ça marche. C'est pour ça que le FARA est devenu le bras technique du FARA, de la Commission de l'Union africaine. Ce n'était pas évident au départ, c'est tout récemment que c'est devenu. Après 10 ans d'existence du FARA, maintenant le FARA peut se targuer de devenir le bras technique. Le CORAF
depuis 1996 que le CORAP existe maintenant, le CORAP se targue d'être le bras technique de la CEDEAO. Donc, cette confiance a commencé, donc les décideurs politiques ont commencé à avoir confiance aux chercheurs et voilà, faciliter un peu la tâche. Maintenant, partout où nous allons, on fait du plaidoyer, et même eux, ils font des plaidoyers et ils font partie des organes de gouvernance de ces organisations dont je vous parle. La CEDEAO est représentée dans la gouvernance du CORAF. La CEAC d'Afrique centrale est représentée dans la gouvernance du CORAF. Si vous allez au niveau du FARA, la commission de l'Union africaine est représentée dans la gouvernance du CORAF. Donc, ça veut dire qu'on commence maintenant à ouvrir les portes et à éliminer un peu ces barrières et se faire confiance pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Merci. Je passe la parole à Kofi Alinon. Puis à Pauline Pujo. Merci. Bonjour, je m'appelle Kofi Alinon, donc je suis aussi du CIRAD, UMR Selmet, déployé auprès de l'IRED au Tchad. J'ai juste 4 petits points et je remercie le conférencier, on a beaucoup apprécié. Le premier, c'est est-ce qu'il peut nous dire cette difficulté que la recherche a eue, surtout au sorti de la période postcoloniale, où on a beaucoup concentré les efforts sur les cultures de rente par rapport aux cultures de subsistance. Je crois que ça aussi, ça a beaucoup freiné l'essor de la recherche agricole grand A, mais qui soit utile vraiment aux populations. Le deuxième point, c'est aussi, disons, l'humilité que nous devons avoir, parce que quand même, il y a eu beaucoup d'échecs, des échecs, disons, d'introduction, par exemple, de variétés qui ont entamé, disons, la confiance que les populations peuvent avoir dans les produits de la recherche, les résultats de la recherche. Si je prends le cas du Togo, d'où je suis originaire, l'introduction de nouvelles variétés de cacao et de café dans les plateaux, c'était un échec. Jusqu'aujourd'hui, il y a des planteurs qui ne sont jamais relevés de ces échecs-là. Le troisième point, c'est les investissements. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que Aliou peut nous dire si nos pays font vraiment les efforts? Si moi, je vois, par exemple, aujourd'hui même là où je suis basé, c'est encore ces bâtiments coloniaux-là que nous utilisons. Qu'est-ce que vraiment on doit vraiment faire pour que, c'est-à-dire, on mette ça au premier plan? Et pour finir, vraiment, c'est quelle différence fait-il? Il a beaucoup évoqué le réseau des CG, tout ça. Quelle différence il y a? Est-ce qu'il y a une différence d'approche dans notre, disons, dialogue avec les chercheurs des autres pôles, que ce soit avec les CG ou bien dans le microcosme, on va dire, franco-africain? Est-ce qu'il y a une différence selon son expérience? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Merci. Merci beaucoup. Allez, je réponds ou bien j'attends? Oui. Ok, merci Kofi. Bon, les chercheurs, donc c'est de quoi ils parlent. Et je pense que c'est une très bonne chose. Quand j'ai parlé à la fin des perspectives, notamment des recherches qu'il faut faire pour changer notre manière d'être, avec toute humilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de dire effectivement, cessons de travailler en vase clos et travaillons avec les principaux bénéficiaires de nos produits de recherche pour qu'il y ait une co-construction, une co-gestion des résultats de recherche pour que ces technologies puissent passer dans le pays. Ça n'a jamais été toujours le cas. Comme je l'ai dit avant, l'introduction de variétés qu'on nous envoie je sais pas, de quelque part sans que ça soit testé, et que ça soit introduit auprès des producteurs, sans que cette variété puisse vraiment passer toutes les étapes de confirmation et d'adaptation avant même qu'on puisse les vulgariser, ont amené tous ces gestes dont vous avez parlé, notamment quand vous avez parlé de cacao, on a des variétés. Maintenant, je pense que dans le contexte où nous sommes, ça ne doit plus être possible. Une technologie qui n'est pas adaptée, Donc, qu'est-ce qu'on appelle une technologie qui est adaptée? Une technologie qui est adaptée, c'est une technologie d'abord qui est faisable. Est-ce que c'est faisable dans l'environnement où nous sommes? Une technologie adaptée, c'est une technologie qui est socialement acceptable. C'est une technologie que les populations acceptent en tant que. Troisièmement, c'est une technologie qui fait mieux que ce que font les producteurs. C'est-à-dire la variété, si vous avez une variété qui ne fait pas mieux que la variété que les producteurs utilisent et que vous voulez leur imposer, ça ne marchera pas. Et le quatrième truc, il faut que
sur le plan environnemental que cette technologie respecte l'environnement. Je pense que ces 3 critères, souvent que nous mettons en avant à chaque fois que nous devons tester une nouvelle technologie, doivent nous permettre, dans une démarche participative avec les principaux en tout cas bénéficiaires, de limiter les échecs. Parce que ce qui ne marche pas ne passera pas. Donc, nous serons même les premiers à dire que cette technologie ne marche pas parce que ne respectant pas ces différents critères. Donc, à partir de ce moment, on va diminuer un peu les échecs dont vous avez parlé, et en toute humilité, parce que quand vous travaillez avec des producteurs, ce n'est pas la peine d'aller là-bas et de leur demander si Dieu le fait. C'est moi qui connais tout. Non, les producteurs connaissent plus que nous, les chercheurs. Donc, il faut les écouter et savoir pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils font des choses, il y a des raisonnements et il y a un argumentaire derrière, et il faut les écouter et comprendre avant vous-même que vous venez avec votre solution. Je pense que ces questions-là, progressivement, on va les régler. Et en tout cas, partout où nous travaillons, en tout cas, là, je vous ai montré les cartes de l'Afrique, de tout ce que le corps a fait et tout ça, c'est dans une perspective de démarche participative et inclusive. Donc, ça veut dire qu'on ne fera plus passer des technologies vraiment comme ça, et puis le top-down, là, ça n'existe plus. Donc, je crois que c'est ça. Bon, maintenant, le truc post-colonial, les cultures de rente, moi, je vous dis que c'est ça. Ça a toujours été notre grand problème. Bon, écoutez, le Sénégal, l'économie du Sénégal a été bâtie sur l'arachide. Tout tourne autour de l'arachide. Les producteurs eux-mêmes, les producteurs savent que l'arachide est une culture de rente. Nous, maintenant, qu'est-ce que nous apportons en alternative? Je crois que tant qu'il n'y a pas d'alternative à une culture comme l'arachide qui permet aux producteurs d'aller acheter des médicaments, d'envoyer les enfants à l'école, parce que le marché est très clair, si vous voulez, c'est une chaîne de valeur finalisée. Parce que le marché est très clair, il y a l'industrie de transformation, vous produisez de l'arachide, vous vendez à l'huilerie, les gens font de l'huile, on vous paye, voilà, c'est très clair. Hein? Je crois que pendant la période coloniale, c'est comme ça que nous avons vécu. Si vous allez au Mali, dans une partie au Bénin et tout ça, le coton, il tire l'agriculture. Partout où vous allez, si les gens veulent faire du crédit, est-ce que vous faites du coton? Là, on peut vous donner du crédit parce que vous pouvez vendre votre coton et rembourser le crédit. Tout ça, c'est en train d'être changé. Parce qu'actuellement, nous, en Afrique, nous parlons d'autosuffisance céréalière. Donc, ça veut dire que nous travaillons sur des questions qui intéressent essentiellement les populations, c'est comment nous nourrir. Bon, je pense que ces questions-là, ça va encore durer quelques temps. Actuellement, le riz, au Sénégal, il y a un programme national d'autosuffisance riz pour contrebalancer un peu l'arachide. L'arachide, il y a une compétition avec tout ce qui est maintenant plus végétal et tout ça. Donc, l'arachide perd un peu des pans de marché. Voilà, c'est des questions comme ça qu'il faut qu'on travaille avec les principaux intéressés. Il ne faut pas venir les bousculer. Mais en tout cas, pour le moment, le post-colonial est encore là. C'est à nous, jeunes chercheurs ou bien les chercheurs contemporains, d'arriver à régler ces questions-là. Pour les investissements, nous nous sommes bagarrés aussi bien au niveau national, au niveau sous-régional avec la CEDEAO et au niveau africain avec la Commission de l'Union africaine. C'est pour ça qu'on a confié au FARA au niveau continental la mise en œuvre du CADET XP4. Le CADET XP4, c'est vraiment travailler sur les questions d'évaluation des investissements nécessaires pour que le PENIA, je ne sais pas si vous connaissez le PENIA, c'est le Programme national d'investissement agricole. Chaque pays a un PENIA. Chaque pays a un programme national d'investissement agricole dans lequel il y a la recherche qui a une forte composante. Et au niveau régional, il y a ce qu'on appelle le programme régional d'investissement agricole qui est le PRIA. Le PRIA 100 maintenant, parce qu'on dit maintenant programme régional d'intensification, d'investissement agricole et sécurité alimentaire et nutritionnelle, PRIA 100, pour montrer que ces investissements doivent déboucher vers effectivement ces questions nutritionnelles, ces questions d'alimentation. Est-ce qu'il y a une autre question que je n'ai pas répondu? C'est ça, je n'ai pas répondu. Le réseau de 6G, véritablement avec le One 6G qui se crée, je pense que les choses vont changer un peu. Mais avant, c'était normal. C'est-à-dire le 6G, comme vous le connaissez, ils font de la recherche, mais souvent, c'est là où on avait aussi beaucoup d'échecs. Parce que les technologies qui étaient générées et envoyées dans les pays, souvent ne répondaient pas aux critères dont je vous ai parlé. Donc, souvent, ils se trouvent en face d'institutions nationales de recherche et chacun veut travailler de son côté et travaille avec le même producteur. Ce n'était pas possible. Donc, on a quand même réussi à travailler
dans les cadres de programmes communs, notamment avec le CG, si vous venez au CERAS, notamment avec ECRISA et tout ça, avec IITA, maintenant on a des programmes communs. Et je pense que ce changement de mentalité, actuellement en tout cas, c'est fondamental pour que les chercheurs qui appartiennent à des institutions différentes, aussi bien au niveau de structuration et au niveau en termes de niveau, parce que le CG, c'est des centres qui se trouvent au niveau mondial pratiquement, qui font de la recherche au niveau mondial, alors que les pays, les institutions de recherche sont au niveau pays, dans leur bordure, dans leur frontière, je discute de l'anglais, la bordure, dans leur frontière. Et donc, nécessairement, si on veut si on veut introduire une technologie dans un pays, il faut travailler avec l'Institut national. Donc, c'est pour ça que les pays disposent maintenant de systèmes nationaux de recherche avec ce qu'on appelle les SNRA, qui sont les interlocuteurs de tout chercheur ou de toute institution qui voudrait rentrer dans un pays et faire du travail scientifique sur le terrain pour être accompagné et que ce travail fait de manière collégiale. Voilà. Merci Kofi en tout cas pour ces informations qui sont très, très importantes. Pauline Pugeot. Oui, merci beaucoup. Donc, Pauline Pugeot, je suis agronome au CIRAD, spécialiste de la banane plantain. Je suis actuellement affectée en Côte d'Ivoire au CNRA. Donc, on vient de parler des CNRA. Alors, je voulais revenir sur, il y a une diapo donc, qui présentait différentes structures du CORAF, notamment les CNS et le CARBAP. Donc, je voulais parler un peu de ce que je connais. Hein. Donc, moi, c'est plutôt banane et plantain. Et j'ai travaillé aussi au Cameroun. Donc, je connais Cameroun et Côte d'Ivoire. Et en fait, on voit cette carte, on pourrait croire que du coup, il y a beaucoup d'organismes de recherche en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et en effet, le territoire a l'air bien couvert. Et en réalité, moi, j'étais moi-même surprise en arrivant en Côte d'Ivoire de voir que en fait, le CNS plantain en Côte d'Ivoire, ça n'existe plus, qu'il n'y a plus rien. Quand j'ai quitté le Cameroun il y a quelques années, le CARBAP aussi est en train de sombrer. Enfin, il n'existe presque plus. C'est l'IRAD, donc le Centre national de recherche camerounais, qui va reprendre certainement le CARBAP. Et donc finalement, je me dis, tout ça. Alors, concernant le CARBAP, j'imagine bien que l'histoire du CARBAP peut expliquer en quelque sorte son échec aujourd'hui. Parce qu'il pareil, il y a une lourde histoire, même par rapport au passé colonial, etc., au niveau du CARBAP, que j'ai cru comprendre, même si voilà, je n'ai pas du tout vécu toutes ces phases-là. Mais par contre, pour les CNS, donc j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait d'autres CNS qui ne fonctionnaient plus aujourd'hui. En réalité, la majorité des CNS. Et donc, je me demandais, voilà, pourquoi un tel échec, on va dire, même s'il n'y a pas que des échecs dans les CNS, bien sûr, mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de CNS qui ne fonctionnent plus. Alors, pourquoi ces échecs alors que les CNS, il me semblait que c'était justement des structures qui avaient été co-construites avec les pays en impliquant vraiment voilà, les pays et les différents centres de recherche nationaux sur les décisions, sur le fonctionnement, etc. Et voilà, c'était surtout, je ne sais pas si vous avez une réponse. J'ai bien noté. Chaque CNS situation est différente, mais je vais vous expliquer. une remarque générale. Merci. Bon. Vous comprenez bien, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, ça. Les centres régionaux d'excellence, les CNS, c'est une démarche il y a 5 ans, 10 ans, peut-être même pas, sur lesquelles je pense que le CORAP a beaucoup travaillé, pas uniquement le CORAP, mais la Banque mondiale. La Banque mondiale était, soit même on oublie que c'est des projets de la CEDEAO, soit on dit que c'est le WAP, vous connaissez très bien le WAP, le PPAO, le programme de productivité en Afrique de l'Ouest. Hein. Donc il y a un autre programme PPAE, qui est le programme de productivité en Afrique centrale. Voilà, tout ça, c'était pour permettre, pour répondre à la question de Kofi sur les investissements, parce que nécessairement, sans investissement, on ne peut pas monter des institutions de recherche, on ne peut pas monter des centres de recherche, ça nécessite des équipements, ça nécessite la formation, renforcement de capacité. C'est pour ça qu'on a, dans cette approche, ce qu'on appelle les CRE et les CNS. Les CRE, c'est les centres régionaux d'excellence, comme le CERAS. Le CERAS est devenu CRE. Le CECIR, notamment à Accra, donc, bon, ils avaient presque bouclé les critères pour être centre régional d'excellence, et les autres étaient restés CNS. Mais ils vont évoluer vers non plus CRS, mais CRS, Centre régional de spécialisation. Ils ne vont plus devenir des CNS. C'est ça qui est en cours. Il faut bien noter ça. Ils vont devenir des centres
des centres régionaux de spécialisation. Pourquoi ça n'a pas... Bon, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est toujours sur les tablettes, hein, et là encore, j'en ai discuté ce matin d'ailleurs avec le CORAF. C'est parce que quand la WOP est terminée, on devait aller dans une phase de diffusion des technologies. C'est des technologies qui étaient générées dans la phase du WOP qui était terminée en 2018. On devait aller dans une phase de diffusion des technologies. C'est ce qu'on appelait le WATP, le West African Technology Programme, qui devait suivre le WOP qui avait créé ces CNS. La Banque mondiale, qui avait pris l'engagement, en cas que cet outil qui a été mis en place, que ça soit finalisé, subitement a eu un nouveau président. Le nouveau président de la Banque mondiale, il est venu, il a dit, il change d'orientation. Il change d'orientation, bon, vraiment, le WATP a tout de suite été supprimé. Donc, ce qui fait toutes les stratégies qui étaient développées pour appuyer les CNS, les CRE, le CRE du Sénégal, heureusement, il y a les programmes DESIRA. Les programmes DESIRA sont venus vraiment suppléer un peu. Mais tous les CNS qui étaient dans les pays, qui étaient en structuration, c'est normal. Il n'y a pas de support. Mais ça, c'est sur les tablettes du CERA pour le plan opérationnel 2023-2027 pour retravailler sur ces CNS et leur donner le mandat qu'il faut pour qu'on puisse arriver vraiment à ce qu'ils jouent leur rôle. Mais maintenant, ce qu'il faudrait dans ce processus, que les acteurs qui sont impliqués, quand même, qui jouent leur rôle, le secteur privé. Parce que chaque fois qu'on parle de la création du FIRCA, c'était ça, vous êtes en Côte d'Ivoire. Le FIRCA a été bâti dans le cadre du WOP et qui a pris en charge le financement de la filière. Donc, il faut nécessairement que le secteur privé soit impliqué. Je pensais dans la phase du WATP qu'on devait mettre en place pour 5 ans, depuis 2018, que la Banque mondiale a subitement décidé de ne plus financer et que donc le CORAF va continuer. Je pense qu'il y a un autre financement de la Banque mondiale d'ailleurs, toujours la Banque mondiale, pour continuer ce travail. Pendant ce temps, nous utilisons les ressources du TAT. Je ne sais pas si vous connaissez le TAT, avec la BAD, Banque africaine de développement. Tout de suite, la TAT, qui est la technologie africaine, le transfert de technologie pour la transformation de l'agriculture africaine, c'est un programme de la BAD, devait être lancé en même temps que le WATP. Mais la BAD a pris plutôt la disposition de passer par les centres CIGI et les organisations fédératives, notamment ITA, Africa Rice, FARA, parce qu'ils savent que tant qu'on n'a pas cette coordination de la recherche, et que maintenant, au niveau national, que ce soit les prêts des pays, que la banque accorde aux pays, qui financent le volet de démonstration et d'extension, c'est-à-dire tout ce qui est conseil agricole dans les pays. C'est ça qui est en cours actuellement. Donc, ce qu'on va faire, et certainement vous allez voir ça dans un avenir très proche, c'est la relance de ces CNS, parce qu'on a quand même des prévisions pour ça. Bon, tout ça, encore, c'est des questions d'investissement, c'est des questions de financement de la recherche qui n'est pas encore réglée et pour lesquelles, bon, voilà, il faut qu'on trouve des solutions pour que la recherche, voilà, puisse bouger, quoi. Bon, Carbab, je n'ai rien vous dire sur Carbab, vous connaissez très bien Carbab. Bon, c'est bien avant les CNS et les CRE. C'est comme le CIRDES. Quelqu'un pourrait me dire, le CIRDES, ça ne marche pas. Bon, voilà, c'est des choses qui étaient créées à un moment donné. Et souvent, tant que les pays ne contribuent pas, c'est surtout au niveau pays où il y a eu des manquements. Ce n'est pas le CORAF, mais le CORAF a géré ce qu'il pouvait gérer. C'est les aspects scientifiques, mais maintenant les aspects fonctionnels et tout, il faut que les pays, parce que c'est des cotisations des pays qui règlent ces questions. Le CIRDES, l'ISRA, les pays devaient cotiser 25 millions par an pour que le CIRDES marche. Les pays n'ont pas toujours cet argent à cotiser, donc il y a trop d'arriérés de cotisations, aussi bien que ça soit CARVAP, que ça soit CIRDES, voilà, des choses comme ça. Mais espérons que dans le plaidoyer que nous sommes en train de faire, quand même qu'on puisse trouver des ressources, il faut qu'on soit convaincant. Il faut que les chercheurs, qu'il y ait plus de confiance vers les chercheurs pour qu'on puisse trouver des ressources. Merci. Oui, j'ai une question de Marc Pilon de l'IRD, ou du moins une remarque que je lis parce que son micro ne marche pas. Il dit, j'ai un problème. J'ai été étonnée d'entendre M. Fall évoquer un besoin de collaboration avec les sociologues et les anthropologues pour aider à communiquer les résultats des chercheurs. Je voudrais juste rappeler que les sociologues et anthropologues sont aussi des chercheurs.
pardon, que les sciences sociales rencontrent aussi ce besoin d'une meilleure communication de leurs résultats auprès des divers acteurs de la société. Besoin de formation, assurément, mais aussi besoin de profils type passeur de savoir. Et bien entendu, Marc Pilon vous remercie pour votre intervention. Ah, voilà, il a tout dit. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est des chercheurs comme nous. C'est-à-dire, moi, j'étais... Bon, la manière dont vous m'entendez parler comme ça, qui parle de technologie et d'introduction à l'université, c'est parce que je faisais partie d'une équipe système. Mon arrivée à l'ISRA a coïncidé avec la mise en place des équipes systèmes de recherche sur les systèmes de production. Et dans chaque équipe, il y avait un sociologue qui était chercheur. C'est des chercheurs, ça faut qu'ils restent chercheurs d'ailleurs, parce que c'est là où ils nous permettent vraiment de lever, de regarder les contraintes de diffusion de technologie. Je donne juste un exemple. On s'est battu à Ziguinchor, dans Casamance, pour dire que oui, l'engrais, ça booste la productivité et tout ça. Donc, on était dans le nord de la Casamance. Les producteurs, ils ont vu les essais et ils ont vu que ça marchait. Effectivement, les parcelles avec des essais donnaient des rendements 2 fois plus. Hein. On passait de 500 kg à 2 tonnes 500. Ils avaient vu ça. La question qui se pose, c'est pourquoi ces producteurs qui étaient au nord de la Casamance n'utilisaient pas l'engrais. Chaque fois qu'on leur demandait, tout le temps ils disent que c'est bon dans les rayons. Non, c'est parce que c'était des questions sociales. C'était des questions sur lesquelles nous n'avions pas d'emprise. Qu'est-ce qui s'était passé quand on a fait les enquêtes avec le sociologue qui était dans l'équipe? On s'était rendu compte que la reine de Oussouye, qui était traditionnelle, avait interdit, parce que c'est des choses qui ne se disent pas tout haut, c'est des choses qui parlent dans les réseaux de communication. Il nous a permis de détecter ces réseaux de communication. Il a fait ses recherches autour de ça. Il a vu qu'il y avait des réseaux de communication par lesquels transitaient même les technologies qu'on transférait. Et les messages aussi qui venaient des autorités locales, des autorités, si vous voulez, voilà, traditionnelles, passaient aussi par des réseaux de communication très proches. Donc, la reine de Oussouye avait demandé aux gens de ne pas mettre de l'engrais dans les rizières. Donc, quand on a appris ça, mais non, on s'est bagarré pendant 1-2 ans à introduire ces trucs. Mais quelle était la raison? La raison en est que quand vous introduisez de l'engrais chimique dans les rizières, ça tue les grenouilles, systématiquement, parce qu'il y a plein de grenouilles, alors que c'est les grenouilles qui appellent la pluie. Donc, comme c'est les grenouilles qui appellent la pluie et il y a quelque chose que les gens mettent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui tue les grenouilles, donc il y a moins de pluie. Donc, ne mettez pas d'engrais minéral dans les parcelles. Et ça, si on n'était pas avec un sociologue qui a fait sa recherche, qui nous a montré qu'effectivement, changer de fusil d'épaule, et tout de suite, effectivement, on a mis beaucoup d'accent sur la transition agroécologique, parce qu'à partir de ce moment, les engrais agroécologiques, donc tout ce qui était engrais organique, ça a commencé vraiment à donner de très, très bons résultats. Donc, nous sommes ensemble. Eux aussi, ils doivent faire communiquer leurs résultats, parce que quand on découvre des choses comme ça, il faut savoir les exploiter et en faire, si vous voulez, des choses que le Conseil agricole rural puisse utiliser, de ne pas aller faire techniquement ce que vous voulez n'importe où. Il faut d'abord vous assurer que sur le plan social, c'est pour ça que je dis une technologie adaptée est une technologie socialement acceptable. C'est ça que j'ai dit dans les 4 critères. Socialement acceptable. Si elle n'est pas socialement acceptable, vous perdez votre temps. Qui doit nous dire que c'est socialement acceptable? Il faut qu'on ait un collègue sociologue, anthropologue qui fait des recherches dans des questions de population, de société, qui puisse aussi nous conseiller et puis nous dire quelles sont plutôt les meilleures technologies à privilégier dans le tas. Vu que nous sommes ensemble, hein, et je suis en face, et nous remercions l'IRD, parce que pratiquement les sociologues que nous avons à l'ISRA, notamment au BAM, et tous ils sont passés par l'IRD. Donc, on sait très bien que c'est très important au niveau de l'IRD. Tout ce que c'est fait à Niakhar, tout ce qui est fait sur la transition agroécologique, c'est sûr qu'il faut nécessairement qu'il y ait des sociologues dans ces équipes-là pour qu'on puisse atteindre les résultats qui sont attendus. Marie? Mon micro. Merci beaucoup. Jean-Jacques, une question. Oui, merci, merci Marie. Et merci, Monsieur Alioune-Fall, pour votre exposé très intéressant. Vous m'excuserez parce que j'ai eu une coupure d'une connexion bloquée pendant une dizaine de minutes. Donc, peut-être que les questions que je vais vous poser, vous les avez déjà traitées. Alors, dans la série de toutes les
les institutions qui gravitent autour de la recherche agronomique et qui font le lien avec les utilisateurs. Il y en a deux peut-être que vous n'avez pas cités et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Le premier organisme, c'est la FAO, qui est un faible financeur, mais un gros pourvoyeur d'idées et de paradigmes sur les questions de développement agricole. Or, depuis le changement de direction générale, maintenant, depuis septembre 2019, il y a une initiative très importante qui s'appelle Main dans la main. C'est-à-dire, en fait, une initiative qui consiste à fournir des mégabases de données au pays pour trouver les meilleurs lieux d'implantation des investissements, notamment des investissements privés, avec en toile de fond je dirais, une orientation très agriculture révolution verte, un paradigme très clair où ce sera maintenant l'intensification qui sera la source du développement agricole, et puis basé sur une révolution digitale, puisque le nouveau directeur général ne parle que de révolution digitale, de révolution 5G, etc., pour sortir l'agriculture africaine de ses difficultés, etc., etc. Bien. Moi, j'aurais voulu premièrement savoir ce que vous pensez de cette initiative et comment cette initiative, je vais dire, s'articule avec tous les systèmes nationaux de recherche agronomique, voire même aussi les systèmes régionaux. Et quel est votre avis à vous? Quel est votre avis à vous? Deuxièmement, dans le même ordre d'idées, il y a un autre acteur peut-être dont vous avez parlé, mais je m'excuse si vous l'avez fait et je n'étais pas là. C'est sur le rôle de la Chine, et en particulier avec la mise en œuvre, depuis déjà maintenant plusieurs années, de ces centres de démonstration agricole. Et ces centres de démonstration agricole, vous en avez à peu près partout en Afrique, vous en avez au Sénégal, bien évidemment. Et j'aurais voulu avoir votre avis aussi sur la logique d'implantation de ces centres de démonstration agricole et leur logique d'implantation, et notamment l'articulation, la coordination avec les services, les systèmes nationaux de recherche agronomique. Sachant que depuis maintenant que ces systèmes existent, chinois, ils ont été quand même beaucoup critiqués au sens évalué, et apparemment, selon mes informations récentes, le gouvernement chinois ne cherche pas du tout à infléchir un quelconque élément dans les orientations de ces centres de démonstration agricole. J'aurais voulu avoir votre avis aussi, s'il vous plaît, sur ce deuxième grand acteur, qui n'est pas aussi grand que ça, mais qui joue quand même aussi un rôle dans la construction des paradigmes de développement agricole. Merci. Voilà, merci Jean-Jacques pour ces deux points. Bon, la FAO, c'est vrai, j'en ai parlé quand je parlais des partenaires techniques. Il faut bien comprendre que nous avons les PTF, les partenaires techniques et financiers, et souvent aussi nous avons les partenaires techniques au développement. Bon, les partenaires techniques au développement, c'est la FAO. La FAO va chercher de l'argent, bon, le financement passe par la FAO, c'est des questions qui sont très claires, sur lesquelles nous travaillons, et on peut avoir ce financement à travers la FAO. On a beaucoup de projets sur le changement climatique d'ailleurs, le projet SAGAS, qui est actuellement en train de travailler au Sénégal. Je crois qu'ils sont en train de négocier la deuxième phase, c'est avec la FAO. La FAO a toujours été là, vraiment pour appuyer les pays et appuyer la recherche. Mais bon, vous comprenez, c'est des partenaires techniques au développement. Bon, quand ils entendent parler de recherche, il ne faut pas perdre trop de temps à faire de la recherche sur les jeux, parce que c'est des financements à travers des projets. C'est des financements de 2-3 ans. Donc, quand ils discutent avec la recherche, c'est beaucoup plus de savoir est-ce qu'il y a des résultats finalisés qu'on peut passer au développement, des choses comme ça. Les champs écoles, c'est la FAO, il y en a partout, pratiquement pas. Avec la FAO, on est ensemble. Et je pense que nous resterons longtemps ensemble avec la FAO. Toutes ces questions de ressources génétiques, de conservation, voilà, tout ça, nous sommes avec la FAO. Donc, vraiment, la FAO, j'ai juste dit les partenaires techniques. La présentation n'était pas très, très détaillée sur ces aspects-là. Je voulais juste montrer les tendances en termes de confiance, en termes de, voilà. Mais la FAO, effectivement, est un acteur qui permet même de renforcer la confiance dans les relations entre les chercheurs et les principaux bénéficiaires des résultats de la recherche. Bon, pour le programme Main dans la main, il faut que je m'informe, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne sais pas si les maris au niveau du CIRAD ont entendu parler de ce programme Main dans la main de la FAO. Ce qu'il faudrait, c'est
bon, que je vois de quoi ça, est-ce que le Sénégal est dedans, est-ce que, voilà, parce que souvent la FAO aussi travaille avec des bailleurs de fonds, ils veulent travailler avec tel et tel pays, bon, ils sont obligés de travailler avec ces pays. Bon, voilà, donc, en tout cas, pour le Sénégal, c'est la première fois que j'entends parler de main dans la main. Je vais m'informer pour savoir de quoi ça retourne. Et comme on a la représentation ici au Sénégal, je vais le taquiner un peu pour savoir pourquoi le Sénégal n'est pas dans ce gros projet qu'on appelle main dans la main. Bon, ils vont me dire pourquoi. Donc, mais maintenant, les aspects communication, si vous avez vu la dernière diapo que j'ai présentée, tout repose sur la communication. Je pense que la 5G, nous attendons la 5G. Il y a beaucoup de méfiance sur la 5G d'ailleurs. Il y a beaucoup de problèmes de confiance sur la 5G. Les gens, jusqu'à présent, est-ce que tout le monde est d'accord sur la 5G avec tout ce que nous disons de mauvais sur la 5G? Bon, en tout cas, la 5G est en train de faire... Les gens ont fait tomber des pylônes de 5G, pas uniquement en Afrique, surtout dans les pays développés, qui logiquement devraient plus bénéficier de la 5G que l'Afrique, mais il y a des problèmes de méfiance avec la 5G. Mais nous sommes plutôt pour une communication rapide, une communication directe avec nos producteurs. Et la 5G est attendue dans la gestion des bases de données, parce que les bases de données, quand même, il faut que ça tourne vite, il faut que l'accès soit facile, que l'accès soit rapide, pour qu'on puisse l'utiliser à temps réel. Nous travaillons beaucoup sur la détection, même des maladies en parcelles paysannes, ne serait-ce que juste par une photo, que je sois à Dakar dans le laboratoire, que le gars soit à Saint-Louis dans la vallée, par photo qu'il m'envoie par un système de communication, par WhatsApp ou je ne sais pas quoi, ça devrait nous permettre d'aller plus vite dans le diagnostic et ça devrait nous permettre d'aller plus vite à mettre les informations, en cas des technologies qui sont disponibles à la disposition des producteurs et de l'ensemble des bénéficiaires. Je pense que bon, sur cette question-là, nous sommes en phase aussi. C'est pour ça que j'ai terminé ma présentation avec un schéma sur la communication pour montrer que c'est fondamental dans le processus pour qu'il y ait plus de confiance entre les acteurs qui sont ensemble. Bon, maintenant, pour le centre de démonstration de la Chine, bon, j'ai ri un peu parce que j'étais la personne qui est allée en Chine négocier le centre de démonstration du Sénégal. Pourquoi? Parce que j'étais le directeur général de l'ISRA. C'est nous qui avons les variétés. Donc, les Chinois sont venus, je ne sais pas combien d'émissions, ils ont vu les variétés que nous avons, ainsi de suite. Ça les intéressait. Le Sénégal est le premier pays exportateur d'arachide en Chine, africain en Chine, et le deuxième pays après l'Argentine, je crois. Donc, le Sénégal est très présent en Chine en matière d'exportation d'arachide. Et donc, les Chinois ont dit, bon, écoutez, nous aussi, nous avons des variétés. Voilà. On a commencé le dialogue avec les Chinois, et en présence de la Banque mondiale, parce que quand je suis allé en Chine, la Banque mondiale aussi avait un programme de diversification des systèmes de culture dans le bassin arachidier. Et donc, comme c'était un système de diversification des systèmes de culture, et que c'était par rapport à l'arachide, et que la Chine était plutôt intéressée par l'arachide, il fallait faire un projet intégrant. Et donc, le projet a été signé entre le gouvernement de la Chine, la Banque mondiale et le Sénégal, bon, parce que c'était avec le ministre de l'Agriculture qui devait signer, qui représentait le Sénégal et qui a signé ce protocole qui est actuellement en train d'être mis en œuvre. Donc, la mise en place de ce centre de démonstration sera faite avec l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et bon, je pense qu'ils avaient commencé à demander 100 hectares de terre quelque part pour commencer à installer. Bon, au moins, dès le départ, on leur a montré que nous avons des compétences qui sont ici, qui travaillent sur l'arachide et qui peuvent sortir des variétés et sur lesquelles, bon, si vous voulez que ça continue l'exportation de qualité vers la Chine, parce qu'il faut faire une exportation des produits de qualité, et les Chinois sont prêts pour travailler dans ce centre de démonstration. Ce n'est pas encore installé. Le projet vient de démarrer, c'est la première année de démarrage de ce projet. Et je pense qu'en termes, on sera... Bon, je pense que tant que ça rentre dans une chaîne de valeur qui permet d'améliorer le système de production, comme je l'avais dit dans mon introduction, quand je parlais des technologies appropriées, il faut que la technologie fasse mieux que ce que fait le producteur, celui que vous avez trouvé. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Donc, si le centre de démonstration permet effectivement l'introduction de variétés chinoises
qui nous permettent de faire dans des croisements et en tout cas dans la sélection, avoir des variétés qui nous permettent d'être des variétés beaucoup plus productives dans le milieu où nous sommes. Parce que comme je l'ai dit encore, l'agronomie, c'est une science de proximité. Pourquoi pas ne pas prendre et que cette coopération doit aller de l'avant. Voilà, merci, Marie. Bon, ben, merci beaucoup, Alioune. Merci à tous. Il est 15 h, donc on va arrêter ici notre webinaire. Merci vraiment beaucoup, Alioune, pour votre présentation, qui, je crois, a soulevé beaucoup de questions. On aurait pu continuer, mais et on va continuer dans les autres webinaires. Donc, j'en profite pour dire que le prochain webinaire sera le 14 décembre, le mardi 14 décembre, et que ça sera Louis-Marie Cac II du Cameroun qui parlera de la dissymétrie entre les résultats des recherches scientifiques et les politiques publiques au Cameroun. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera. Et maintenant, la présentation d'Alioune, puis l'enregistrement, vont pouvoir être retrouvés sur le site du GEMDEV pour ceux qui n'ont pas pu participer ou qui veulent revoir la présentation. Donc, vraiment, Alioune, encore un grand merci. Merci, et puis à tous, à bientôt. Voilà, c'est moi qui vous remercie et voilà, et bonne chance. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.